La Bretagne, où on va passer la semaine en compagnie des urgentistes du SAMU 29, basé à Brest. Nous sommes dans le Finistère, au bord de l'Atlantique. Le SMUR héliporté sort plusieurs fois par jour pour porter secours aux habitants des îles, comme Ouessant ou l'île de Saint, mais aussi aux habitants du monde rural. Aujourd'hui, un agriculteur a été renversé par son tracteur. Il faut le ramener toute urgence à l'hôpital de Brest. Reportage Jean-Luc Lenné et Johnny Dacosta. Le SAMU 29, basé à Brest, coordonne tous les SMUR du Finistère. Dans ce département breton, cerné par l'Atlantique et la Manche, l'hélicoptère est un atout essentiel pour secourir la population isolée qui vit dans les îles. À la ville comme à la campagne, de l'île d'Ouessant à l'île de Saint, une semaine avec les équipes de secours héliportées. Monsieur, au travail. Héliport du centre hospitalier régional universitaire de Brest. C'est d'ici que décolle plusieurs fois par jour l'hélicoptère du SAMU 29. On est au décollage de la cavale vers Laz. Direction Laz, près de Quimper, à 70 km d'ici. Un agriculteur de 38 ans a été victime d'un grave accident de tracteur. En fait, on a un monsieur qui a un écrasement de la jambe. Il s'est fait rouler dessus par un tracteur. Il a été pris en charge par l'équipe SMUR du Centre-Bretagne qui est déjà présente et qui nous a demandé l'évacuation. En moins de 20 minutes, l'hélicoptère arrive sur le site de l'accident où se trouvent déjà des équipes de secours. Bon, les pilotes, on commence à ouvrir les yeux. S'il y a le premier qui repère le SAB, va être gagné. Ok, bah écoute. Toute la considération. Ah, ils sont là. Ouais, vu. Ouais, j'ai gagné, c'est moi qui trouvé le premier. Ouais, ok, ils sont là à droite, là. C'est tout bon. Toujours pire atterrissage. Allez, c'est bon. Impeccable. Bon, monsieur, ça va? Il est monté sur le marchepied, on ne sait pas trop. Il est tombé. Il y a un TC avec un impact crânien, une petite plaie suturée. Et surtout, il s'est fait rouler dessus, cheville gauche avec une fracture ouverte, délabrante. Du coup, tu n'as pas eu à réaxer, c'était déjà dans l'axe? Non, non, j'ai très luxé, avec des esquilles osseuses, voilà. Marine, tu as fait une photo. Ah oui, d'accord. Okay. Il y avait un déficit vasculaire d'emblée. La violence du choc a lésé un vaisseau sanguin. Pas de chirurgie vasculaire à l'hôpital de Carex. Les urgentistes ont décidé le transfert vers le plateau technique du CHRU de Brest. Donc sur le plan hémodynamique, respi, stable, Glasgow, 14 d'emblée, mais il a été bien shooté. Morphine, kétamine. En termes de douleur, là, c'est comment? C'est supportable ou il y a... C'est le pied qui fait mal toujours. S'il y a besoin, pendant le vol, il faudra nous signaler si la douleur réaugmente pour qu'on puisse faire la morphine pour vous soulager, d'accord? Même si le patient est stable, il faut faire vite. La lésion vasculaire au niveau de la cheville inquiète le docteur Corellou. Probablement une lésion de l'artère tibiale, donc une non-perfusion du pied. Et on sait que dans ces cas-là, il y a des gros risques de survie du pied. Donc l'accident a eu lieu vers 16h30. Je n'ai pas regardé les horaires, mais on doit déjà être à 3-4 heures de délai, donc le temps file vite. On a 6 heures pour faire du travail, je dirais, le plus satisfaisant possible, donc ça va très très vite. Au-delà de 6 heures, les cellules non irriguées commencent à mourir. Plus vite la circulation sanguine sera rétablie, plus grandes seront les chances de sauver le pied du patient. Il est transféré sans tarder dans le service des urgences vitales. Vous étiez tout seul? Vous êtes descendu du tracteur et il vous a roulé dessus? On va vous changer de brancard. L'agriculteur a perdu connaissance lors de l'accident. Il est peut-être resté longtemps seul dans son champ avant d'être secouru. Impossible de savoir depuis combien de temps la circulation sanguine est altérée dans son pied. Le problème, c'est qu'on n'a pas le délai de chute. Et donc, Antoine est arrivé, il était déjà à 1h30 probable de tu vois, et il avait un pied qui était complètement luxé par derrière. Ouais, ça reste un peu blanc quand même. Puis en température, ça reste froid. Les urgentistes doivent aussi s'assurer qu'il ne souffre d'aucune hémorragie interne, ce qui serait une urgence vitale. Une échographie de l'abdomen va permettre d'en savoir plus. Allongez le bras le long du corps, monsieur. Je vais faire une échographie pour vérifier qu'il n'y ait pas d'épanchement au niveau du ventre. Ça va refaire froid. Foie, le rein et la peau d'épanchement entre les deux. S'il y a du liquide dans le ventre, des arguments pour un saignement au niveau abdominal en fait. Et là, il n'y en a pas. Ouais, ce serait du sang. En général, dans ce contexte-là, s'il y a un épanchement à l'échographie, c'est du sang. Pas d'hémorragie interne, soulagement, aucun organe ne semble touché.
Des radios des poumons, du bassin et de la cheville sont maintenant réalisées avant d'aller au scanner. Une surprise attend les urgentistes. Il y a un truc là. Il y a un bassin. Il y a une branche ischio-pubienne là qui a pas une tête comme de l'autre côté. Donc il y a sûrement quelque chose de cassé à cet endroit-là. On verra plus précisément au scanner ce qui se passe. En plus d'un traumatisme crânien, d'une fracture ouverte de la cheville, l'agriculteur souffre aussi de fractures du bassin. Direction le scanner qui va permettre de visualiser clairement toutes les lésions des os, mais aussi celles des vaisseaux sanguins. On va le scanner de haut en bas, parce que c'est un traumatisme violent avec une perte de connaissance. Un monsieur qui a des douleurs ici, donc il est possible qu'il y ait une lésion au niveau du thorax qu'on n'a pas forcément vu sur la radio initiale. Il y a également une lésion au niveau du bassin qu'on a vu sur la radio et puis une cheville, donc on passe tout au scanner, comme ça on est sûr de rien rater. Gonflez les poumons, arrêtez de respirer. Le scanner du crâne et des cervicales n'a montré aucune lésion. Mais les multiples fractures du bassin se confirment et semblent même très sérieuses. On la voit très bien, la fracture complexe des deux cadres obturateurs. Du coup, c'est une fracture, on peut dire une fracture complexe du bassin, des os du bassin. Et au niveau de la cheville, alors parce que du coup, moi, je sais pas. Donc il y a à la fois une fracture au niveau du genou et une fracture au niveau de la cheville. La fracture de la cheville qui est très instable, chirurgicale probablement. Là, on voit bien la fracture de la cheville avec l'os qui est déplacé, à la fois le péronie et à la fois le tibia qui ont glissé sur l'articulation de la cheville. Comparé à ces os-là qui sont bien en face, là on voit les fractures multiples avec les deux os qui ont glissé sur la cheville. Donc on a l'impression que c'est vraiment... Un bilan très lourd au niveau osseux. L'interne examine maintenant l'état des vaisseaux sanguins. Dessus, on la voit pas très bien. On ne voit pas de problème au niveau de cette artère-là qui irrigue une grande partie du pied, donc ça c'est plutôt bien. Mais effectivement, il y a une petite lésion artérielle ici, sur une artère qui est plus petite, mais qui peut être importante quand même, et qui vont sûrement aller voir pendant la chirurgie au bloc. Voilà, demain, vous verrez l'intervention chirurgicale. Juste un chiffre sur cette profession très dangereuse. Et on retrouve les équipes d'urgence du SAMU 29 à Brest. Hier, un agriculteur de 38 ans a été renversé par son tracteur. Le scanner a révélé de graves fractures au niveau de la cheville et du bassin. Et il faut l'opérer sans tarder, mais aucun bloc opératoire n'est disponible, ce qui inquiète beaucoup l'interne de chirurgie orthopédique. Un reportage de Jean-Luc Lenné et Johnny Dacosta. Marina me fait vous dire, oui, attention, oui. C'est ça que vous avez marqué sur votre fiche. Attention parce que ce sont des images de chirurgie. Voilà. Le SAMU 29, basé à Brest, coordonne tous les SMUR du Finistère. Dans ce département breton, cerné par l'Atlantique et la Manche, l'hélicoptère est un atout essentiel pour secourir la population isolée qui vit dans les îles. À la ville comme à la campagne, de l'île d'Ouessant à l'île de Sein, nous avons suivi les équipes de secours héliportées qui, hier, ont pris en charge un agriculteur de 38 ans, écrasé par son tracteur. Un scanner a révélé de graves fractures de la cheville et du bassin. Là, il y a un bloc en cours, le temps qu'elle vienne, qu'on vous amène, qu'on vous fasse l'anesthésie, etc. Donc on va axer, plus on réaxe vite la cheville, moins la peau elle va souffrir. Aucun bloc disponible, mais le temps presse. L'interne en orthopédie a décidé de réaligner les os de la cheville sans plus attendre. Malgré la morphine, le patient souffre beaucoup. La manipulation est très douloureuse, mais l'interne estime qu'attendre présente trop de risques. L'os il sortait complètement, il ne faut pas le laisser comme ça. Donc on a des lésions, on a des vaisseaux qui peuvent être abîmés. Tout ce qui... Donc plus ça reste dans une position anormale, plus ça risque d'être abîmé et d'avoir des séquelles plus tard. C'est presque fini, monsieur. Qu'est-ce qui s'est passé alors ? On a remis la cheville dans l'axe. L'orthopédiste a remis la cheville dans l'axe. Un quart d'heure plus tard, il est enfin amené au bloc opératoire. T'as une pince. Ça, c'est du cartilage que j'ai enlevé, qui était complètement détaché. Dans un premier temps, le chirurgien doit nettoyer drastiquement la plaie. C'est indispensable pour diminuer les risques d'infection qui sont importants, dès lors qu'il s'agit d'une fracture ouverte. Là, je me contente d'enlever un petit peu les berges, et après, en profondeur, il suffit de regarder la couleur. Tout ce qui est marron, c'est pas normal.
C'est les corps étrangers qui sont liés au traumatisme. Donc la terre, de l'herbe. Déjà que ça va être un dossier qui va être compliqué à gérer au niveau osseux et au niveau cutané. Donc si on rajoute une infection, ça va être extrêmement compliqué. Alors attends, je vérifie les tendons tout de suite. Ça c'est le jambier postérieur. Donc les tendons sont en continuité. Pas de problème pour les tendons. Reste maintenant à vérifier que les artères et les veines, appelées les axes sanguins, ne sont pas lésés. Le seul souci, c'est sur l'axe externe. A priori, au scanner, il semblait qu'il y ait une fuite sur cet axe. On n'ira pas voir, parce que ce pied, il est rose. Donc il n'y a pas de souci, il n'est pas froid, il est rose. Donc il n'y a pas de problème de vascularisation. Ouais, c'est pulvérisé de l'autre côté. C'est pulvérisé. Après un rinçage désinfectant, la phase de reconstruction peut commencer. Première question, reste-t-il assez de peau pour recouvrir la plaie? Il n'y a pas de chance que ça ferme, parce qu'on pourrait se dire on va fermer en forçant, sous tension, mais la peau ne va pas aimer du tout, elle va nécroser. Sur ces tissus-là, on ne peut pas faire directement une greffe de peau, on ne peut pas prendre de la peau et mettre juste la peau, parce qu'elle ne va pas prendre, elle ne sera pas vascularisée. Et donc il va falloir amener un tissu avec ses vaisseaux nourriciers. Donc sur la cheville, on a des lambeaux au-dessus qui nous permettent d'amener la peau et les vaisseaux à l'endroit pour couvrir la zone. Une intervention délicate. Le chirurgien doit en effet réparer au mieux la cheville tout en préservant la peau qui servira à la greffe. Sous contrôle radioscopique, il va d'abord intervenir sur la malléole externe et le péroné fracturé en plusieurs morceaux. Je vais monter une broche à l'intérieur de la fibula pour aligner les fragments, dans le but de toucher le moins possible à la peau autour. Parce qu'il y a un lambeau possible dans le coin, donc on va éviter de l'abîmer. Ça va être le côté le plus difficile de l'histoire, de très loin. Si l'os est en continuité, ce serait facile. Une fois que je suis à l'intérieur, dans le canal médulaire, ça va monter toute seule. Sauf que là, il est en 1000 morceaux, donc à chaque fragment, la broche n'aura qu'une idée, c'est de sortir. Je suis pas dedans. Scopie. Je sens que ça va me vite m'énerver, là. Donc ça, c'est pas mal. Je suis dedans. Alors, on est bien d'accord que c'est pas une méthode définitive, mais ça permet d'avoir un certain alignement. Ok, alors malléole interne maintenant. Là, je me mettrais bien juste une vis à minima. Je mettrais peut-être pas la deuxième, mais pour avoir la compression. Parce que si je mets des broches, je vais abîmer la peau. Protéger la peau qui peut être prélevée, mais aussi mettre le moins possible de vis et de plaques dans le corps, ces deux contraintes limitent les choix du chirurgien. Je vais mettre une vis, mais je ne veux pas mettre trop de matériel pour éviter l'infection, parce que les bactéries adorent le matériel. Et une fois qu'elles sont dessus, elles s'entourent d'une coque protectrice et les antibiotiques ne passent plus. Une fois les os rapprochés et alignés, il faut consolider la cheville. Des fixateurs externes permettront de bien positionner le pied. Donc là, c'est stable. On pourrait en rester là. Et là, on va mettre 2 broches de plus. Le pied, naturellement, va avoir tendance à partir vers le bas et il risque de se figer comme ça. Donc on va essayer de le remettre tout de suite, le plus possible dans une position physiologique. On ne pourra plus marcher si on ne reprend pas. La dernière étape, essentielle pour la suite, est de parvenir à refermer au maximum la plaie. Si la peau passe partout, il n'y aura pas besoin de greffe de peau, de lambeaux, de rien du tout. À condition que ça ne s'infecte pas dessous aussi, bien sûr. Je crois que ça va fermer en fait. On a droit à des bonnes surprises. Hein. Ah, ça va lui simplifier les suites, ouais. Dans son malheur, il a de la chance. Donc là, le but du jeu, c'est que tout se passe bien. Ce sera dans les 15 premiers jours d'aller lui mettre une plaque sur la malléole externe et d'enlever le fixateur. L'opération a duré 2 heures. Le patient sera bien sûr mis sous antibiotiques pour éviter les infections. Je crois que je vais vous laisser pour ce pansement. Hein. Je vais regarder le scanner du bassin, savoir si on fait le bassin ou pas. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Les articulations sacro-iliaques de chaque côté ne sont pas ouvertes. La symphyse pubienne n'est pas ouverte non plus. 45 jours d'immobilisation devraient permettre aux os du bassin de se ressouder. Voilà, donc le patient a été à nouveau opéré 8 jours plus tard. Le chirurgien lui a posé une plaque contre la malléole externe pour consolider donc le péroné. Hospitalisé 3 semaines, surtout pour les fractures du bassin, il va commencer sa rééducation, mais ne peut espérer reprendre le travail avant plusieurs semaines, ce qui évidemment est une catastrophe pour un agriculteur. Un appel à témoins.
L'équipe du SAMU 29 part aujourd'hui pour l'île de Ouessant, au nord-ouest de Brest, pour une tentative de suicide. En moins de 50 ans, l'île a perdu plus de la moitié de sa population et l'isolement est parfois difficile à supporter. Avec plus de 2 morts par suicide tous les jours, la Bretagne est la région française la plus touchée par ce fléau. Reportage de Jean-Luc Lenné et Johnny Dacosta. Le SAMU 29, basé à Brest, coordonne tous les SMUR du Finistère. Dans ce département breton, cerné par l'Atlantique et la Manche, l'hélicoptère est un atout essentiel pour secourir la population isolée qui vit dans les îles. À la ville comme à la campagne, de l'île d'Ouessant à l'île de Saint, une semaine avec les équipes de secours héliportées. On met 10 minutes, David, c'est ça? Ouais, 12, 13, ça dépend du vent. Tonnerre, manœuvre, bonjour. Bonjour, je vais à Ouessant, 500 pieds sol, 114 par le conquête. Le SAMU de Brest vient d'être appelé pour une intervention sur l'île d'Ouessant, à 25 km des côtes. Une jeune femme est inconsciente après avoir mélangé alcool et médicaments. Peut-être une tentative de suicide. La première chose qu'on va évaluer, c'est la profondeur du coma. Il s'avère qu'elle est vraiment comateuse, on devrait l'intuber. Et en fonction des médicaments qu'elle a absorbés, on verra s'il y a des risques au niveau des troubles du rythme également. Par la route ou par la mer, les secours mettraient 3 fois plus de temps pour arriver. L'hélicoptère est un atout essentiel pour les urgentistes. Et si le pilote semble faire du tourisme, c'est pour des raisons de sécurité. Ben là, on est en train de suivre le chapelet des îles du Ponant. On aurait pu taper un petit peu plus court en passant par la pointe de Corsen, mais ça nous aurait obligé à survoler la mer un petit peu trop. Alors que là, en suivant le chapelet d'île, s'il nous arrive le moindre petit problème, on peut toujours se poser quelque part. Donc là, on va aller survoler le lieu-dit de l'intervention. On devrait y trouver l'ambulance des pompiers. Et en fonction de ça, on va trouver un petit endroit où se poser. Ce qui est bien à Ouessant, c'est qu'il n'y a pas une seule ligne haute tension. Il n'y a quasiment pas un arbre, donc il n'y a pas d'obstacle. On peut se poser à peu près partout. L'île d'Ouessant, 8 km de long sur 4 de large. En moins de 50 ans, l'île a perdu plus de la moitié de sa population. Aujourd'hui, il ne reste plus que 900 habitants. Un isolement pas toujours facile à vivre pour les jeunes gens. Seul un médecin généraliste veille sur la santé des Ouessantins et assure les premiers secours. L'hélicoptère posé, le docteur Gestin se rend auprès de la jeune femme. Sa famille ne souhaite pas la présence d'une équipe de télévision. Une demi-heure plus tard, l'urgentiste revient faire son bilan au centre 15. On ne sait pas si elle a absorbé ça hier soir, cette nuit ou ce matin. Donc quand nous on arrive, en tout cas, elle est somnolente mais réveillable. Tandis que la patiente est emmenée jusqu'à l'hélicoptère pour être transférée à Brest, le médecin fait le point avec les parents qui ne peuvent pas croire que leur fille ait voulu mettre fin à ses jours. Bon, de toute façon, elle est hospitalisée. Le service, je ne peux pas vous dire, ça dépend comment ça va évoluer. Là, on a plutôt l'impression qu'elle est en train de se réveiller. Donc, bon, écoutez, on fera les dosages de toute façon. Et comme ça, on pourra vous répondre. Dans tous les cas, c'est un passage à l'acte quand même. Je pense que c'est quelque chose de douloureux et d'angoissant pour les familles. C'est très violent pour l'entourage, justement, parce que au moment où le patient passe à l'acte, justement, l'entourage se culpabilise beaucoup par rapport à ça, le fait de ne pas avoir été vigilant, de ne pas avoir vu. Difficile d'entourer les familles dans l'urgence. La priorité est de ramener la patiente au CHU. Une situation fréquente ici, la Bretagne est la région française la plus touchée par le suicide, avec 2 morts par jour. Et sa prévention est une priorité régionale de santé. La tentative de suicide par médicament, on en a quasiment une tous les jours, quoi. Voilà. Et c'est le mode de suicide le plus utilisé. Parfois on a des pendaisons aussi, surtout dans les milieux ruraux pour les hommes. Un quart d'heure plus tard, l'hélicoptère arrive à l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest. L'état de la patiente est inchangé. Le docteur Gestin tente encore pourtant de la stimuler, de la réveiller. Madame, est-ce que vous vous souvenez à quelle heure vous avez pris les médicaments? C'était hier soir, cette nuit, ce matin?
Le médecin aurait besoin de savoir quand la jeune femme a avalé les médicaments, mais aussi quel type de produit et en quelle quantité. Vous voulez pas me dire à quelle heure vous avez pris les médicaments? Madame? Madame? Bon, on n'aura pas de réponse. Dans un état encore très comateux, elle est amenée dans le service des urgences vitales. On va procéder à des dosages toxicologiques parce qu'on ne sait pas ce que la patiente a pris comme médicament. Donc les dosages nous permettront d'avoir une idée. Et on va également poursuivre la surveillance. Et une fois que la patiente commencera à communiquer, on va poursuivre par une prise en charge psychologique. Les prises de sang confirmeront l'absorption de médicaments. La jeune femme sortira le lendemain de l'hôpital après un entretien avec un psychiatre qui lui prescrira un suivi auprès d'un collègue en ville. Voilà, et demain, sortie de l'hélicoptère pour un homme qui fait un accident vasculaire cérébral. Vous verrez ça demain. Un appel à témoins, Michel. Suivre une nouvelle intervention héliportée au secours d'un homme de 30 ans qui présente des troubles de conscience, sûrement dû à un accident vasculaire cérébral. Un accident qui concerne, on vous le rappelle, près de 130 000 personnes tous les ans en France. Un reportage signé Jean-Luc Lenné, Johnny Dacosta. Le SAMU 29, basé à Brest, coordonne tous les SMUR du Finistère. Dans ce département breton, cerné par l'Atlantique et la Manche, l'hélicoptère est un atout essentiel pour secourir la population isolée qui vit dans les îles. À la ville comme à la campagne, de l'île d'Ouessant à l'île de Saint, une semaine avec les équipes de secours héliportées. Le docteur Kirelou est à nouveau sur le pont. Près de Landivisio, un homme de 30 ans présente tous les signes d'un accident vasculaire cérébral. Il faut faire vite. Il a de gros troubles de conscience. Puis il avait des maux de tête depuis 17 heures. Donc on soupçonne que ce monsieur fasse soit une hémorragie méningée, c'est-à-dire un saignement au niveau cérébral, soit un AVC par une artère qui se serait bouchée. Donc voilà, donc on ne va pas trop traîner. La semaine dernière, ce patient avait déjà été pris en charge et pour les mêmes symptômes. Il faut donc le ramener le plus vite possible sur le plateau technique du CHRU de Brest. Si c'est une artère qui s'est bouchée, le délai idéal pour pouvoir déboucher l'artère, c'est moins de 3 heures. On peut aller jusqu'à 4 à 6 heures, mais en tous les cas, le moins de 3 heures est vraiment l'objectif attendu. Donc en fait, le contour tourne dès que les gens nous appellent et on met tous les moyens en œuvre pour faire le plus vite possible. Plus vite l'artère sera débouchée, plus les séquelles neurologiques seront limitées. L'hélicoptère met 10 minutes pour atteindre Plounévez-Lochrist et ses 2400 âmes. Bonjour monsieur. Serrez les mains, fort. D'accord. Tendez les bras. Bras bien tendus, plus tendus possible. Je vais pousser vers le bas, vous tirez vers le haut, d'accord? Ah oui, d'accord. Exactement pareil, jambe gauche. D'accord. Votre bras gauche, vous avez senti que vous aviez moins de force quand j'ai tiré dessus ou pas du tout? Bah, j'ai poussé quoi. Ouais, mais en fait, vous avez une diminution de la force. Hein. Non, ça va bien encore. Ah bah, je peux vous dire que je sens la différence. Maintenant, vous êtes en train de refaire un AVC là, clairement. J'ai fait une AIT. La semaine dernière. Ouais, d'accord. Un AIT, c'est un accident ischémique transitoire. Une artère s'obstrue mais se débouche spontanément, sans traitement médical. Ouais, bah, vous n'arrivez pas à les garder en l'air, la jambe gauche elle descend. D'accord. Ouais, c'est ce que je te disais. Toi, tu as la sensation. Tu as la sensation, mais la jambe gauche elle tombe. Hein. Derrière, ça ne suit pas comme toi tu penses. Bon, il récidive. Hein. D'accord. C'était quel côté la semaine dernière? Je sais pas du tout. Vous savez pas du tout? C'était au travail? C'était où? Non, c'était à la maison, mais j'étais pas là. Vous étiez pas là? D'accord. Et le neurologue vous a dit quoi exactement? J'ai pas vu le neurologue. Vous l'aviez pas vu? D'accord. Bon, alors il n'est pas totalement déficitaire, c'est-à-dire que le membre, il arrive encore à le mobiliser, mais il y a une grosse perte de force dans le côté gauche, donc clairement on suspecte un AVC. Pour l'instant, j'ai pas de critère de gravité, en dehors du fait que si c'est une artère qui se bouge, ça reste grave, mais j'ai des maux de tête mais qui sont modérés, donc de ce côté-là, et puis surtout, c'est pas complet. D'accord, donc il arrive encore à bouger. Pour être efficace, la thrombolyse, le traitement qui permet de dissoudre le caillot qui bouche l'artère, doit se faire dans les 3 heures qui suivent les premiers signes de l'AVC. C'était à quelle heure que vous avez constaté qu'il y avait moins de force dans le bras? Moi, je suis arrivé, il devait être 19h30. Ah, 19h30, donc on est à 1 heure là pour l'instant. D'accord, bon bah écoute, je vais prévenir le 15. Je passe le bilan. Pendant ce temps-là, l'infirmière tente de poser une perfusion au patient. Allez, bouge pas les jambes, Jonathan. Tu embêtes tout. Ouais, je sais, mais Allez, ouais, mais non, mais il faut que tu restes le plus calme possible. Reste le plus calme possible. Tu arrives, Magali? Non, j'ai le dextro, mais c'est tout. Elle est agitée parce qu'il y a ce qu'on appelle une souffrance cérébrale, c'est-à-dire que la zone qui n'est non perfusée en amont
enfin en aval de l'artère plutôt, est une zone qui souffre. Et le patient, en fait, c'est la façon d'exprimer cette souffrance, donc il est agité. Voilà. Donc là, il présente un tableau ébrieux avec une agitation comme s'il avait bu, mais c'est pas de l'alcoolisation, c'est vraiment de la souffrance cérébrale. Okay. Malgré tous ces efforts, l'infirmière ne réussit pas à poser une perfusion et l'état de conscience du patient se détériore. Il perd conscience de plus en plus. Ah bon? Ouais. Il a eu 2-3 pertes de conscience depuis qu'on est là déjà. Bon, ça va alors. Alors demain, il va voir qu'il trouve un remplaçant. Je pète le feu. Ouais, tu pètes le feu. Si le patient s'agite trop ou tombe dans le coma, l'équipe devra l'intuber. Une perfusion serait alors nécessaire pour anesthésier rapidement le malade. Difficile en vol, le pilote devrait se poser. On n'arrive pas à le perfuser, on va pas... Enfin, le but du jeu, voilà, le principe c'est d'être plus vite à l'hôpital, donc idéalement. Pour nous c'est un peu gênant parce que ça veut dire qu'en vol, on prend le risque si jamais ça se complique, on sera obligé de se poser dans un champ. Donc c'est en fait le pilote qui nous donne son accord et comme il fait un temps correct, il est OK pour ça. Donc tant qu'il fait jour, il n'y a pas de souci. C'est parti. Le transport s'annonce difficile, le patient s'agite de plus en plus. Rappelle-toi ce qu'on a dit, tu dois rester allongé, tu sais pourquoi. Écoute-moi. On te suit aux urgences. Hein, j'y vais, non mais j'y vais. On te suit. Non, je vais bien, je vais. Oui, t'as raison, ouais. Et je vais bien. Tu te calmes, Jojo, tu te calmes. Eh, mon pote. Allonge-toi, Jonathan. Voilà, comme ça. Je te suis, je vais à la cavale avec toi, ok? Avec toi, en voiture, quoi. Hein? T'as compris? T'as pas le droit à l'hélico? Non, j'ai pas le droit. Allez, hein? Je te suis. La prise en charge sur place n'a duré que 20 minutes. Il reste encore 1h30 pour déboucher l'artère à temps. Mais dans la cabine, l'agitation du patient devient de plus en plus inquiétante. Doucement. Combien de temps encore? 5 minutes. Bah écoute David, ça va pas? Non, si, ça va, il s'agite, hein, mais bon, il est... Non, tu me dis, hein, parce que j'ai un stade de foot juste à côté de moi, il est éclairé. Non, mais il est sédaté, il va se calmer, ça marche. Dans l'hélicoptère, la tension monte. David, reste calme. Malgré la sédation, le patient est pris de tremblements. Je sais que je sens l'hélico qui tremble avec lui. Ouais. On va à la cavale dans 2 minutes. Ouais, 2 minutes, j'entends. Des signes vraiment atypiques pour un AVC. Le médecin commence à envisager d'autres diagnostics. C'est sûr aussi, c'est que je demanderais quand même une alcoolémie. Le doute est vraiment présent sur la suspicion d'alcoolisation. L'alcool tout seul ne donne pas nécessairement des tableaux comme ça, mais on peut avoir notamment dans des associations à d'autres toxiques, les amphétamines notamment, ou le LSD, on peut avoir en fait des tableaux neurologiques un peu durs à comprendre, qui miment en fait des tableaux d'AVC, puisque le principe de l'AVC c'est un symptôme neurologique inhabituel. Maintenant vous êtes à l'hôpital après avoir pris l'hélicoptère, vous vous rappelez? Non. Ce que je foutais ça de mon montgolfière. Un hélicoptère. Entre guillemets, tant mieux si c'est une prise de toxique et pas un AVC, parce que ça, effectivement, une fois qu'il aura plus de toxique dans le sang, ça disparaîtra. Il n'empêche que ça ne change rien au raisonnement, c'est d'abord l'AVC qui prime, parce que ça, si jamais on fait rien, il y a des séquelles. Et puis on préfère se tromper par défaut. Voilà, c'est un peu l'idée. Finalement, aucune trace d'AVC, mais pas non plus d'alcool ou de drogue. Et l'IRM n'apportera pas plus d'explications. Les médecins ne comprennent toujours pas la cause de ces étranges symptômes. Très curieux comme histoire, effectivement. Demain, pour le dernier épisode, vous verrez à quoi l'hélicoptère peut aussi servir quand les gens sont simplement douloureux, parce qu'effectivement, les îles sont assez... Le SAMU 29, basé à Brest, décolle pour l'île de Sein, au large de la Pointe du Raz. Cette île de 200 habitants a toujours son médecin généraliste, capable bien sûr d'assurer les premiers soins d'urgence, mais pour les habitants de l'île, l'hélicoptère du SAMU est essentiel pour les accidents graves et pour éviter de longs trajets par la mer et la route aux patients douloureux. Voyez ce document de Jean-Luc Lenné, Johnny Dacosta. Le SAMU 29, basé à Brest, coordonne tous les SMUR du Finistère. Dans ce département breton, cerné par l'Atlantique et la Manche, l'hélicoptère est un atout essentiel pour secourir la population isolée qui vit dans les îles. À la ville comme à la campagne, de l'île d'Ouessant à l'île de Sein, une semaine avec les équipes de secours héliportées. On va longer vers le cap de la Chèvre, on va récupérer la Pointe du Raz et longer la Pointe du Raz jusqu'à l'île de Sein. L'hélicoptère du SAMU se dirige vers l'île de Sein à 8 km des côtes, 15 minutes de vol. Il aurait fallu plus d'1 heure pour y accéder en bateau et en voiture. On va chercher un monsieur qui est tombé et qui a très mal au dos.
Et du coup, les gens sur l'île n'arrivent pas du tout à le mobiliser parce qu'il a trop mal. Sur cette île de 200 habitants, un médecin généraliste, le docteur Menou. C'est lui qui a pris en charge le blessé et alerté le SAMU. Bonjour. Ça va? Depuis le temps. Je reviens au pays. Bah ouais, je suis contente de venir. Le docteur Menou découvre avec plaisir l'urgentiste qui a débarqué sur son île. Delphine Saliou a été sa stagiaire il y a quelques années. Ah oui, membre inférieur. Ah oui, il a peut-être aussi le... C'est le dos et la jambe aussi, quoi. La jambe, il a bougé vers tout, il a pas mal nulle part. Bon. C'est localisé ou pas? Il y a une... D'accord. Il est sur le côté. Ah oui, il est bien que sur le côté, monsieur. Est-ce que vous avez mal au milieu du dos? Non. Pas de douleur au milieu du dos? Ici, là. D'accord, je vais regarder. Donc j'ai profité qu'il soit allongé sur le côté pour palper le rachis, pour voir si je déclenche une zone douloureuse en faveur d'une fracture. Ce qui là n'a pas l'air le cas. Pour continuer l'examen, le patient doit être mobilisé. C'est très douloureux pour lui. L'équipe lui injecte de la morphine. Arrête donc, bordel. Alors, où avez-vous mal là, monsieur? Ici, là. Là, la hanche, là. Ok, c'est la hanche qui fait mal. Ok. Là, ouais. C'est là que c'est douloureux? Vraiment. D'accord. C'est peut-être le col du fémur qui est cassé. On va voir. Ou le bassin. Là, c'est douloureux ou pas? Non. Je palpe au niveau du bassin pour voir si ça peut être le bassin. Non, je pense que c'est plutôt le col. Alors, la jambe est en rotation externe. Alors ça peut être aussi en faveur d'une fracture du col du fémur. Est-ce qu'au niveau douleur, vous êtes mieux ou faut qu'on remette un peu de morphine, là, j'ai l'impression, non? C'est ici que j'ai mal. D'accord. Le patient est douloureux. Il aurait été difficile de le transporter autrement qu'en hélicoptère. C'est vrai que ce patient, si on n'était pas venu le chercher, il aurait mis probablement plusieurs heures avant d'arriver à l'hôpital, avec donc des douleurs liées à cette suspicion de fracture, avec un transport vraiment pas confortable pour lui. Retour vers l'hôpital de la Cavale Blanche à Brest. Il est 21h quand le patient est transféré dans le service des urgences chirurgicales. Une radio confirme 3 fractures dans la partie supérieure du fémur. C'est le docteur Damien Cheval qui va l'opérer le lendemain. Donc ce patient présente une fracture pertrocantérienne, une fracture de l'extrémité supérieure du fémur. On voit que le col du fémur est respecté. Donc il y a les fractures des massifs trochantériens. Il y a même plusieurs traits de fracture à ce niveau-là. L'opération peut être effectuée sous anesthésie loco-régionale. C'est une rachianesthésie un peu similaire à une péridurale. Une solution anesthésique est injectée dans le liquide céphalorachidien pour insensibiliser le bas du corps. Et la jambe, c'est comme des fourmis. Donc, comme des fourmis qui commencent dans les jambes, c'est le signe que ça commence à s'endormir. La douleur va disparaître. Quelques minutes plus tard, l'opération peut commencer. Il faut réduire la fracture et réaligner les fragments d'os. Grâce à la manivelle qui est là, on peut tirer dessus. Au taquet ici, on peut changer la rotation. Et on a l'amplificateur de brillance, donc c'est-à-dire un appareil de radiographie qui émet très peu de rayons pour contrôler que la réduction est bonne de face et de profil. Vas-y. Donc on voit cette fois-ci la fracture est réduite par rapport aux radiographies préopératoires qu'on voyait tout à l'heure. Par des petites incisions, on va aller ouvrir le canal médulaire. Donc le canal médulaire, c'est le milieu de l'os, ce qui va nous permettre de descendre un clou, donc une grosse tige métallique à l'intérieur, sur lequel va pouvoir venir une vis ici et une deuxième ici. Incision. Sous contrôle radiographique, le chirurgien va se frayer un chemin pour introduire le clou à l'intérieur de l'os. Donc, pointe carrée au sommet, ok. Donc on passe un guide au centre de l'os. On va passer le clou avec son ancillaire. Donc ça c'est en carbone, ce qui nous permet de faire des radiographies et de voir à travers. Et c'est là-dessus, grâce à ça, on va pouvoir, en tournant la partie là, mettre les vis dans le sens qu'on veut. Une fois le clou positionné, l'orthopédiste met en place une vis pour réassocier le fémur et la tête fémorale. Donc là on a le col du fémur, la tête du fémur et notre broche qui va presque jusqu'au bout de la tête. Le but du jeu, c'est de se mettre dans la tête, plutôt à sa partie inférieure, c'est là où il y a le maximum d'os, donc le maximum de tenue. Donc il reste à mettre une vis en bas
Pour finir, il faut empêcher le clou de tourner à l'intérieur de l'os et avec cette vis, rigidifier l'ensemble. Ok, tu peux me contrôler en bas? Ok, c'est bon, tu peux t'en aller. Un petit coup de sérum et le tour est joué. Une intervention rapide et efficace dont les bénéfices sont importants pour le patient. Son matériel, il va le garder à vie, sauf s'il dérange. Et c'est du matériel maintenant qui est suffisamment solide pour lui permettre de remarcher tout de suite. Demain, dans le principe, il peut marcher. Demain, il sera trop fatigué pour marcher, mais donc après-demain, oui. C'est des opérations qu'on fait beaucoup chez les personnes âgées. C'est les fractures typiques de l'ostéoporose. Donc on a beaucoup de personnes, on en fait minimum une par jour. Là, oui, comment ça s'est passé? Vous l'avez ressenti? C'est magnifique. On n'a rien senti du tout. Non. 2 jours plus tard, le patient pourra se mettre debout et commencer à marcher avec l'aide des kinésithérapeutes. N'oubliez pas notre rendez-vous de dimanche à 20h pour voir ou revoir cette série rediffusée sous la forme